La maîtresse de ballet a dit clairement qu'on ne devait pas m'engager parce que j'étais noire. Les arts vivants et notamment le ballet devraient être faits pour tout le monde. À l'âge de 14 ans, j'ai tout quitté, ma famille, mon pays, mes amis, pour aller me perfectionner au Bolchoï Ballet Academy de Russie, qui est considérée comme l'une des plus prestigieuses écoles de danse au monde. L'enseignement à la russe est très différent de l'enseignement français, c'est extrêmement exigeant. Le Bolchoï m'a appris la vie, la rigueur, la discipline, le dépassement de soi. En 2018, j'intègre la prestigieuse compagnie de Berlin, de Staatsballet de Berlin. La maîtresse de ballet a dit clairement qu'on ne devait pas m'engager parce que j'étais noire et que d'un point de vue esthétique, une personne de couleur noire faisait tache dans un corps de ballet. J'étais la première femme noire à intégrer le Staatsballet de Berlin et la seule aussi danseuse noire sur les 95 danseurs. Elle me disait quand j'étais pas en ligne avec les autres, on voyait que moi parce que j'étais noire. Quand j'étais pas musicale avec les autres, on voyait que moi parce que j'étais noire. Elle a refusé de me donner un voile blanc dans la Bayadère parce que ce voile était blanc et que moi j'étais noire. Je sais qu'à Berlin, il y a des rôles qui m'ont été refusés parce qu'il y a un chorégraphe qui était venu, qui voulait me donner un rôle de soliste et on lui a dit que c'était pas possible avec moi. Donc ça, je sais que j'ai été évincée encore une fois par cette maîtresse de ballet. J'ai grandi dans le sud de la France, à Nice, puis à Marseille. C'est vrai que là-bas, j'ai jamais vécu le racisme, ni en Russie aussi. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur la Russie. Mais moi, selon mon expérience personnelle, je n'ai jamais vécu le racisme. Donc le racisme, je l'ai vécu la première fois en Allemagne. Ça a eu des répercussions parce que pendant 3 ans, je travaillais sous sa tutelle. Ça a affecté mon mental, ça a affecté mon physique. Je me suis blessée et j'ai senti que vraiment tout était lié parce que j'hésitais quand je dansais. Et puis après, j'étais en arrêt pendant 8 mois et ça a été extrêmement difficile après pour moi de revenir dans ce contexte-là. C'est vrai que dans le milieu de la danse, c'est très rare les danseurs en tout cas qui prennent la parole parce qu'il y a vraiment une omerta qu'on alimente de peur de perdre nos contrats. Mais moi, j'en avais averti la direction et la direction n'a rien fait malheureusement pour me protéger. Le pouvoir que l'institution lui donnait était totalement démesuré car elle était protégée par un contrat à vie. Et les contrats à vie en Allemagne, c'est pas les CDI que nous, on peut avoir en France. Malheureusement, on ne peut pas se faire licencier même pour faute grave. Donc, j'avais 2 options. Soit je partais, soit je restais et je subissais. Donc, je suis restée, j'ai subi malheureusement. Puis, le Covid est arrivé, mon directeur est parti, on s'est retrouvés sans aucune direction et je me suis faite licencier du jour au lendemain. Quand j'en ai averti le sénateur de la Culture et le directeur de l'Opéra, ils m'ont dit tout simplement que j'avais été licenciée parce que je ne fitais pas. Et quand je leur ai demandé comment vous savez que je ne fitte pas parce que vous m'avez jamais vue sur scène, ils m'ont dit que c'était les maîtres de ballet qui avaient dit ça. Donc j'ai tout de suite compris que logiquement c'était elle qui était l'initiatrice de mon licenciement. J'aurais dit, moi j'accepte ce licenciement parce que dans tous les cas j'ai beaucoup trop souffert toutes ces années, je n'ai pas envie de rester ici. En revanche, j'ai vraiment envie que maintenant des mesures claires soient prises contre cette maîtresse de ballet. On m'a promis qu'il y allait avoir des workshops qui allaient être organisés pour sensibiliser le staff et que cette maîtresse de ballet allait être suspendue pendant quelques mois. Au bout de plusieurs mois, j'ai constaté que rien n'avait été fait. Donc à ce moment-là, j'ai juste vécu la situation comme une profonde injustice. Je me suis dit, c'est quand même ici, moi, la personne qui a vécu le racisme, c'est moi qui perds mon travail. Il y a cette loi en Allemagne, la loi Agege, qui dit que lorsqu'on est victime de discrimination ou de racisme, on a seulement 2 mois pour porter plainte après les faits. La plupart des Allemands ne connaissent absolument pas cette loi, donc les étrangers encore moins. Malheureusement, je n'ai pas pu porter plainte directement contre cette maîtresse de ballet parce que les derniers faits remontaient à 4 mois et non à 2 mois. Mon seul recours a été de porter plainte contre l'institution pour qu'ils reconnaissent officiellement que j'avais vécu le racisme et qu'ils ne m'avaient pas protégée. Avant le procès, il y a eu une médiation. Le juge m'a dit clairement que si j'engageais vraiment une procédure, ça pourrait prendre des années et que financièrement, ça risquait d'être extrêmement lourd. Et parallèlement, le juge s'est tourné vers le manager du Staatsballet. Il lui a dit, si vous empruntez cette voie, nous allons
parler à chacun des danseurs et vous allez devoir prouver qu'elle n'a jamais subi de racisme. Et j'avais des témoins en fait. Là, le Stas Ballet a pris peur, je pense. Donc ils m'ont proposé de me rendre mon contrat et de me dédommager d'une certaine somme, notamment une somme qui a pu couvrir une partie de mes frais d'avocat. Quand bien même, j'ai décidé de partir. Je m'étais faite licencier en octobre, mais toutefois, je devais finir la saison et je devais partir et quitter la compagnie officiellement en juillet 2021. Elle avait arrêté bien évidemment de me discriminer parce que c'était partout dans la presse, mais c'était très difficile en fait d'engager une procédure judiciaire et de continuer à évoluer au sein de cette institution. Avec mon affaire, j'ai créé un précédent en Allemagne. Dorénavant, les personnes qui subissent le racisme pourront aussi se référer à mon histoire. Ça faisait longtemps que je voulais écrire ce livre, Le Cygne Noir. J'avais beaucoup de choses à dire sur mon parcours, sur mon enfance, sur le milieu de la danse. Dans la danse classique, il y a des barrières qui sont tout d'abord sociales et économiques parce que ce milieu coûte extrêmement cher. Les minorités n'ont pas forcément accès quand on vit en dehors de Paris, dans les banlieues. Donc c'est à vous, en tant que directeur d'école, c'est votre responsabilité d'aller chercher les futurs talents de demain dans les cités, des workshops gratuits. Ça vous offre l'opportunité de trouver des talents insoupçonnés. Au niveau de l'enseignement, la plupart des conservatoires sont bien évidemment gratuits en France, mais toutefois, il faut toujours payer les internats la semaine, il faut toujours payer les familles d'accueil le week-end. Donc je pense que ça serait aussi important que le ministère de la Culture aide à financer tout ça pour les parents qui n'ont pas les moyens. Et la plupart des gens pensent que les danseurs sont riches parce qu'aller à l'opéra coûte extrêmement cher. Une bonne place entre 80 et 150 euros. Et quand on est une famille nombreuse, on ne peut pas forcément se payer ces places. Nous, danseurs, on va devoir prendre des avions, des trains pour se présenter à une audition, payer l'hôtel, cumuler plusieurs voyages à la suite. Dans mes frais d'audition, j'ai dû en tout et pour tout dépenser pendant toute ma vie 20 000 euros. Et puis une fois qu'on a la chance ou pas de décrocher un contrat en compagnie, la plupart du temps, ce sont des CDD de 3, 4 mois, voire un an. Notre précarité est extrêmement visible. Dès qu'on tombe enceinte, c'est 1 an et demi d'arrêt. Lorsqu'on est blessé aussi, on peut être en arrêt 3 mois, des fois aussi pendant 2 ans. Donc c'est très dur après de revenir dans le game. L'ancienne génération dans le milieu de la danse classique peut être nostalgique d'une certaine époque, l'époque où la danseuse classique représentait une certaine pureté et qu'elle devait être en conséquent être interprétée par une femme blanche, alors que la femme noire peut être perçue comme sauvage, animale. Les personnes qui ne connaissent rien à la danse pensent que cet art doit être dansé par des personnes blanches, au même titre qu'une personne blanche ne devrait pas faire de la danse africaine ou twerker, alors que c'est totalement faux. Les arts vivants et notamment le ballet devraient être faits pour tout le monde. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est multiculturelle. À l'Opéra de Paris, là, ils sont 6 métis, ce qui est beaucoup pour une compagnie classique, mais ce qui est aussi très peu quand on sait qu'ils ont 150 danseurs. Il y a eu récemment la nomination de Guillaume Diop à l'Opéra de Paris et il est passé de sujet directement à étoile sans passer par la case premier danseur. Donc ça, vraiment, c'est exceptionnel. Et nous avons aussi Marcelino Sambé et Frankie Howard, 2 danseurs de couleur au Royal Ballet. Ça veut dire aussi que la société est prête aussi à avoir des danseurs noirs, incarner des princesses, des fées, des sorcières, des cygnes blancs, des cygnes noirs. Parce que n'oublions pas que les rôles que nous incarnons, ce ne sont pas des personnages qui ont réellement vécu comme Nelson Mandela ou Marilyn Monroe. Au revoir, mademoiselle.